Bonjour. Donc, je vois qu'il y a déjà du monde qui se connecte. Commencer par afficher un petit peu les règles du webinaire. Hop. Ok, il est 11 heures. Ok, on va encore attendre 2 petites minutes, le temps que les participants nous rejoignent. Merci à ceux qui sont connectés d'être présents. Je vois qu'on est 23, c'est déjà pas mal. Nous sommes en présence de notre partenaire Walix. On va faire les présentations d'ici 2 minutes. On va commencer à vous présenter un petit peu les quelques règles, si vous ne les avez pas déjà lues, bien entendu. 26 personnes, on va attendre encore un peu. Bienvenue aux derniers arrivants. Stéphane, on a une question. De savoir si la présentation peut être transmise, le lien de la présentation. Je pense qu'il y a de nouveaux participants. Alors, en tout état de cause, oui, bonjour, Stéphane à l'appareil. En tout état de cause, on enverra à tout le monde la présentation. Je viens encore d'accepter des participants sur le lien d'inscription. Vous pouvez partager le lien d'inscription et je les valide au fur et à mesure tant que la plateforme Zoom me le permet. Bon, Sébastien, je pense que l'on peut démarrer avec les règles du webinaire et on avance. Ok, parfait. Merci à toutes et tous d'être parmi nous pour cette présentation donc, de la solution de notre partenaire Walix. Donc, quelques petites règles à énumérer rapidement avant de démarrer. En particulier, donc le fait que vos micros et caméras ne soient pas activés, cela est normal, bien entendu, pour un webinaire. Le fait que si vous avez des questions à poser, donc d'ailleurs il y en a eu une à l'instant, donc c'est très bien, par le panel de questions-réponses,
plutôt que le chat, ça facilite les échanges. Bien entendu, ce webinaire est enregistré et vous sera transmis à la suite de l'événement par email. Donc, durant le webinaire, vous aurez un petit sondage qui vous sera transmis en direct au travers de la plateforme Zoom. Voilà. À la fin, nous aurons bien entendu l'occasion d'échanger avec vous par le biais des questions qui auront été posées tout au long de la présentation. On va attaquer avec les présentations. Donc, bienvenue à notre partenaire Walix avec nos deux experts, donc Ronan et Stéphane, qui sont avec nous. Ronan, je vous laisse vous présenter comme c'est la coutume. Bonjour à tous, Ronan Kroganek, je suis en charge chez Walix de la practice sur les cloud providers. Je vais laisser à Stéphane le soin de se présenter et ensuite je vous présenterai rapidement Walix. Bonjour à tous, Stéphane Dedon, ingénieur avant-vente chez Walix depuis près de 3 ans aujourd'hui. Je vous présente Walix rapidement. Donc aujourd'hui, Walix c'est une société internationale avec son siège social à Paris. C'est 210 collaborateurs, 20 millions de chiffre d'affaires. On est coté à Euronext. Aujourd'hui, on est un des spécialistes européens sur la protection des comptes à privilèges. Et on propose également 3 autres types de solutions qui sont la solution TrustLM pour des solutions d'IDAS et de fédération d'identité sur les accès web. On fait également une solution qui s'appelle BestSafe pour répondre aux solutions de moindre privilège sur les postes de travail et les serveurs, ainsi que de l'authentification forte pour accéder aux ressources à privilèges qu'on appelle Authenticator. Nous avons du support H24 avec des personnes à Paris, à Montréal et à Ho Chi Minh. Et notre R&D est basé principalement sur Paris, Rennes et Madrid. Voilà, et nous sommes une solution qui est certifiée par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France. Voilà, pour Walix. Sébastien. Excellent, merci Ronan. Sébastien Joanneau, RSSI du groupe Sonema depuis 15 ans. J'ai l'honneur de participer aux activités depuis ces 15 dernières années. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Sonema, nous sommes principalement, historiquement, depuis plus de 20 ans maintenant, un intégrateur de solutions réseau internationaux, en particulier dans le domaine du VSAT et du terrestre, avec les technologies fibre optique, radio aussi. Nous avons démarré des services d'hébergement maintenant depuis plus de 10 ans sur nos téléports, en particulier de Fréjus et Logne basés en France. Et nous sommes aussi un acteur dans le domaine de la sécurité depuis quasiment 20 ans aussi, puisqu'on a toujours fait de l'intégration de solutions de sécurité telles que des solutions firewall, mais pas uniquement, donc du filtrage sur la partie email, du filtrage avancé avec du sandboxing, donc qui permet de faire de la détection comportementale sur des emails malveillants, par exemple. Et nous avons aussi démarré des services d'audit et d'accompagnement pour nos clients, donc en particulier les clients qui souhaitent évoluer vers des normes de sécurité telles que le PCI DSS ou l'ISO 27001, ainsi que tout autre type de standard de sécurité. Sans plus tarder, on va lancer le sujet d'aujourd'hui, qui est le privilège Access Management. Donc, on va voir tout de suite de quoi il retourne. Alors, quand on parle de gestion des comptes à privilèges, donc privilège Access Management en anglais, qu'est-ce qu'un compte à privilège? Déjà, on va retrouver ce type de compte généralement au niveau des systèmes qui vont stocker la plupart du temps des données sensibles. Et donc, qui vont être les utilisateurs de ces fameux comptes à privilèges? On va généralement retrouver des administrateurs système, réseau. Et donc, on va retrouver ces comptes sur des serveurs
des ressources réseau de type firewall ou routeur, des systèmes de fichiers, ainsi que toutes sortes de serveurs applicatifs, mais aussi des comptes permettant donc d'infogérer des solutions dans le cloud type Office 365, mais pas uniquement. On retrouve aussi les plateformes donc, sur tout ce qui est réseau social, tels que Facebook, Twitter, mais aussi d'autres comme des environnements professionnels comme LinkedIn, qui peuvent être gérés justement par des administrateurs d'une société et donc donner un accès derrière à des données extrêmement sensibles, puisque c'est l'image de la société qui en découle. Donc, pour traiter ce sujet, on va parler ici de la solution Bastion de Wallix, de notre partenaire Wallix, ou plus généralement des solutions de privilège access management. Pour ma part, j'aime bien nommer ce type de système comme proxy administratif aussi. On peut l'entendre quelquefois. Donc, voici quelques constats pour vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, on va retrouver des problématiques concernant les cyberattaques, puisque c'est toujours d'actualité, bien entendu. Donc, aujourd'hui, 85% des 148 bandes africaines interrogées par Jeune Afrique déclarent avoir déjà malheureusement été victimes d'une attaque, d'une ou plusieurs cyberattaques. Donc, on a les problématiques des attaques externes en particulier. On va retrouver dans ces types d'attaques les malwares, donc, qui, pour la grande majorité, vont tenter d'accéder à ces fameuses ressources avec des comptes à privilèges, pour la plupart, et donc essayer d'augmenter leurs privilèges pour aller, par exemple, chiffrer des données. On va retrouver des problématiques concernant les vulnérabilités qui peuvent être en provenance d'attaquants internes, donc un employé qui quitte une organisation dans de mauvaises conditions peut potentiellement attaquer le système et passer par des actes de malveillance. Donc, on va pouvoir aussi couvrir ces cas-là. On parlait tout à l'heure aussi du cloud, donc des attaques qui ciblent les plateformes cloud, donc qui sont gérées par des sociétés elles-mêmes. Et on va retrouver aussi des utilisations abusives d'un compte à privilège, par exemple, ou on ne va pas parler ici de malveillance, mais j'ai perdu le mot, de négligence. Voilà. Donc, pour faire le parallèle par rapport à un standard de sécurité qui est aujourd'hui le sujet PCI DSS, on va vous montrer quelques prérequis de la norme, alors sans bien sûr rentrer trop dans le détail, mais on va parler des grands thèmes du standard PCI DSS, dont le premier, donc, qui est la condition 7, c'est un numéro, c'est un chapitre du standard de sécurité, qui consiste à restreindre l'accès aux données de titulaires de cartes aux seuls individus qui doivent les connaître. Donc, c'est vraiment, si on pouvait prendre un autre standard de sécurité comme l'ISO 27001, c'est vraiment le principe du moindre privilège où on veut donner uniquement l'accès aux administrateurs auxquels ils ont besoin d'accéder. Donc, la solution ici, Bastion, permet ici de facilement gérer ces accès de manière technique, on va dire, puisqu'on va pouvoir gérer de manière très granulaire les droits d'accès des administrateurs au système cible. On va retrouver dans le deuxième thème un des grands piliers de la sécurité en général, c'est le fait d'authentifier l'ensemble des personnels ayant accès à des infrastructures sensibles. Ici, on va pouvoir faire pas mal de choses sur ce chapitre, dans le sens où on va pouvoir, en particulier, et ça c'est un thème que j'apprécie beaucoup en tant qu'intégrateur de solutions techniques, et en particulier pour la mise en application des prérequis du standard PCI, c'est le fait de pouvoir masquer, par exemple, des identifiants et mots de passe génériques.
On entend par identifiant et mot de passe générique tous les comptes qu'on va retrouver sur les systèmes, par exemple Windows, avec les comptes par défaut administrateurs, qui ne sont pas associés à un individu, mais qui sont propres au système. Donc, dans le standard PCI, pour prendre un exemple, ces identifiants doivent absolument être rendus inutilisables, ou du moins doivent être associés à un individu physique ou un groupe de personnes à minima. Donc, on parle ici d'imputabilité des actions. Donc, pour la partie authentification, je ne vais pas vous les énumérer chacun des points, même s'il y en a encore beaucoup plus dans le standard PCI, mais on peut répondre à tous ces prérequis de sécurité. Et enfin, un des derniers points qui concerne maintenant le suivi des activités, donc la surveillance de toutes les activités, en particulier des comptes à privilèges ici, on va pouvoir appliquer pas mal de choses au niveau de la plateforme de notre partenaire Walix, en particulier le fait de surveiller et d'enregistrer toutes les activités de session, d'administration, mais aussi le fait de pouvoir surveiller en temps réel ces activités. C'est ce qu'on appelle communément le 4 eyes, c'est-à-dire qu'on a un administrateur qui intervient et une personne qui surveille l'activité en temps réel au moment où l'administrateur travaille sur un système. Bien entendu, après, on a toute la partie conservation de l'historique, la rejouabilité des etc., tout ce qu'on va voir un petit peu là, par la suite. Voici, dans les 2 prochains slides, une illustration, un petit schéma de principe qui va mieux vous expliquer comment on intègre ce type de solution. Donc, à droite, on va retrouver des cibles, donc comme dit précédemment, des serveurs applicatifs, des bases de données, des systèmes réseau en tout genre, donc des routeurs, des firewalls, etc. Ainsi que des plateformes cloud, comme on l'a dit aussi. On va généralement administrer ces ressources techniques au travers de firewalls, comme c'est le cas d'usage dans la plupart des sociétés. Derrière ces firewalls, on va retrouver nos administrateurs internes. On va retrouver donc les flux associés à ces administrateurs, donc lorsqu'ils vont atteindre leur cible. Dans l'exemple ci-contre, on va retrouver ici, par exemple, 2 firewalls. On a une séparation déjà physique, on va dire, des accès administrateurs externes par rapport aux administrateurs internes. Donc, dans les externes, on va retrouver des prestataires, mais pas uniquement. Donc, en cette période particulière, on va aussi retrouver des administrateurs nomades qui potentiellement sont en télétravail au travers d'accès VPN. Et on va avoir ici de multiples ouvertures de flux à gérer du coup par les administrateurs réseau au niveau des firewalls, ce qui va être potentiellement lourd de conséquences en fonction du nombre de cibles. On va aussi devoir, comme dit, traiter le sujet de l'authentification. Donc, à quel niveau on va retrouver des authentifiants, des traces d'authentification. Donc, on va bien entendu en retrouver au niveau des cibles, avec l'aide, par exemple, d'un Active Directory ou d'un URL DAP. On va en retrouver essentiellement aussi sur les arrivées, mais on n'a pas quelque chose d'homogène lorsque on va souhaiter auditer le système. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Ça le sera d'autant plus pour ce qui est du sujet des sessions d'administration, c'est-à-dire savoir qui a fait quoi sur quel système. On va retrouver des traces un petit peu sur tous les systèmes, bien entendu, mais il va être assez compliqué, suivant le type de système, de savoir qui a fait quoi à quel moment. Donc, il va falloir corréler les informations de la partie authentification à la partie enregistrement de session, ce qui risque d'être un peu complexe. Pour répondre à ces 2 problématiques majeures, on va retrouver ici le même schéma, à l'exception qu'on va y déployer donc notre fameux bastion, donc, comme je l'appelle moi, notre proxy d'administration. Donc ici, encore une fois, c'est un schéma, on va en représenter qu'un, mais bien entendu, cette solution peut être en mode redondé, bien entendu, vu qu'elle va être un pilier sensible pour nos administrateurs
On va retrouver ici maintenant nos ouvertures de flux internes et externes sur le même principe, à l'exception qu'ici, on va simplifier un petit peu les ouvertures, dans le sens où on n'aura qu'une seule cible du point de vue des administrateurs, c'est-à-dire qu'on va être en coupure protocolaire au niveau de la session d'administration, si vous faites du bureau à distance, ou du SSH, ou tout autre type de protocole, web par exemple. Au niveau des firewalls, on va simplifier l'infogérance du côté administrateur réseau déjà, puisqu'on aura uniquement la cible Bastion à autoriser. Et ensuite, du côté Bastion, les flux seront ouverts vers les différentes cibles, mais ce ne sera une opération qu'à réaliser une seule fois. Enfin, ou lorsque vous ajoutez de nouvelles cibles, mais ce sera plus facile de réaliser ces ouvertures. Enfin, pour retrouver nos sessions enregistrées, on aura un accès unique à autoriser sur la plateforme Bastion. Donc, les auditeurs pourront facilement retrouver les informations à ce niveau-là, tout comme les flux, donc les journaux d'authentification. C'est-à-dire que là, on pourra bien entendu garder sur les cibles l'authentification qui était déjà présente à la base, ainsi que sur les firewalls, mais pour un auditeur, il sera beaucoup plus aisé d'arriver sur le Bastion et d'avoir les infos centralisées à cet endroit-là. Et pour terminer, sur la plateforme, il est facilement possible d'intégrer à l'aide d'une solution tierce de la double authentification à l'aide de tokens OTP, donc One Time Password, par exemple. Oui, je ne l'ai pas cité, mais bien entendu, la solution Bastion s'intègre aussi très facilement avec des annuaires tels que Active Directory, Radius, LDAP ou SAML, et ainsi que Radius, me semble-t-il. TACAX, pardon. Donc, pour terminer sur la présentation de l'intégration du produit, on va retrouver ici un schéma un peu plus détaillé sur ce qu'intègre la solution Bastion. On va avoir deux plateformes. La plateforme au centre, donc, qui est le Bastion lui-même, qui intègre deux modules. Le Session Manager, donc, pour tout ce qui est gestion de la traçabilité des sessions et de l'authentification. Et le Password Manager pour la partie gestion des mots de passe. Et donc, on va voir dans la démo tout ce qu'il est possible de réaliser justement à l'aide du Password Manager en particulier. Et enfin, la troisième passerelle, qui est une plateforme séparée, qui se nomme Access Manager, qui permet aux administrateurs d'éviter d'installer des outils administratifs tels que PuTTY, par exemple, si on prend les flux SSH, ou utiliser même les outils de Windows pour l'accès bureau à distance, donc communément appelé RDP, Remote Desktop Protocol. On va permettre ici d'accéder à ces ressources à l'aide d'une page web. C'est-à-dire que tous les flux qu'on retrouve à droite, tous les différents protocoles qu'on va retrouver à droite pour atteindre nos cibles vont être encapsulés dans une page web et l'administrateur aura uniquement besoin d'avoir les autorisations d'accès à la plateforme Access Manager au travers d'une page web pour accéder à ces sources. Enfin, pour finir, le gros avantage de la solution, c'est qu'au niveau des cibles, il n'est pas nécessaire d'installer des agents. On va le voir tout de suite. Je vais passer la main à Stéphane pour la démo, qui va vous présenter un petit peu cette plateforme. Je vais couper le partage. Stéphane, à toi de jouer. Merci Sébastien. Donc, rebonjour à tous, Stéphane Dedon, avant-vente Walix. Donc, dans le cadre de la démonstration, je vais vous montrer comment fonctionnent les accès au travers de notre solution Bastion. Donc, comme l'a dit Sébastien, et notamment dans le cadre du standard PCI DSS, il faut pouvoir contrôler et tracer l'activité des utilisateurs, donc utilisateurs aussi bien internes, type profil utilisateur ou profil administrateur, la DSI par exemple, ou même peut-être certaines personnes qui vont accéder à des données sensibles sur des applications web, et également population de type externe, donc infogérant, télémainteneur, ou tout simplement vous en télétravail. Donc, pour cela, on va pouvoir utiliser deux modules distincts. La partie Session Manager,
qui assure la sécurisation des connexions, et la partie Access Manager. Donc, pour la partie Session Manager, vous avez deux façons de pouvoir accéder à vos ressources sensibles, soit par une interface web complètement personnalisable, que ce soit le texte, le logo ou même la langue. Sachez que ces textes, par défaut, vont déjà respecter des standards liés à la CNIL, par exemple, ou tout ce qui est RGPD. Et donc, vous allez vous authentifier sur le Bastion. Donc, cette authentification entre vous et le Bastion, c'est ce qu'on va appeler communément la connexion primaire. Donc ici, je vais me connecter avec un utilisateur, membre d'un groupe en particulier dans mon annuaire d'entreprise, hein, par exemple le compte Walix1 qui est membre du groupe avant-vente, imaginons, qui va s'authentifier sur le Bastion. Donc bien sûr, ici, comme l'a dit Sébastien, j'aurais pu coupler cette authentification avec un système de MMFA ou d'authentification forte basé sur des solutions que vous auriez en interne ou celles que Sonema et Walix pourraient vous proposer. Une fois authentifié, je vais avoir la faculté de pouvoir rebondir à travers le Bastion sur un ensemble de cibles. Vous retrouvez ici, par exemple, de par mes accès, la faculté de potentiellement me connecter avec un compte administrateur sur une machine Windows 2016. Je peux potentiellement me connecter en SSH avec un compte Linux sur un système Ubuntu. Je peux me connecter sur des clients lourds applicatifs qui vont me permettre de gérer mes bases de données, etc., etc. Tout ça, encore une fois, sans avoir à déployer d'agents, ni sur les postes de vos utilisateurs, ni sur votre infrastructure serveur. Donc, sachez que le Bastion existe sous forme d'appliance, physique ou virtuelle, et qu'elle s'installe aussi bien dans des environnements on-premise, chez vous, ou bien cloud. Donc là, je vais choisir, par exemple, de me connecter en RDP sur mon système Windows. Donc, au moment de la connexion, le Bastion m'affiche un disclaimer, un petit message, encore une fois complètement personnalisable, pour me dire que je vais être potentiellement enregistré. Donc, sachez que celui-ci, vous pourriez le modifier en termes de langue, en termes de taille de fenêtre, en termes de logo également. L'utilisateur clique sur OK et va donc pouvoir directement se connecter avec le compte administrateur sur le système. Donc, sachez que le Bastion va vous permettre aussi de mettre en place des systèmes de connexion par plage horaire. Hein. Donc, vous allez pouvoir dire telle ou telle population va pouvoir se connecter de 9 h à 18 h du lundi au vendredi en jour ouvré. Et telle autre population pourra se connecter en permanence. Hein. Donc, ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir limiter les accès des différentes populations. Donc, ici, mon utilisateur Walix1 est connecté en tant qu'administrateur sur son système. Ici, par exemple, vous allez voir qu'il a vraiment les droits d'administration. Hein, donc, il va lancer, par exemple, la console de l'Active Directory. Il va, par exemple, lancer des commandes, il va ouvrir des applications. Donc, nous, à ce moment-là, avec le système Bastion de Walix, on va pouvoir tracer, enregistrer toute l'activité de l'utilisateur, donc les frappes clavier, les fenêtres qui ont été ouvertes, fermées, les applications ou les commandes qui auraient été démarrées ou tapées, les événements système. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de capturer toute cette activité sous forme de texte hein, et de vidéo. Donc là, je génère de l'activité. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que vous allez aussi pouvoir sécuriser vos connexions sur vos serveurs en empêchant aussi certaines utilisations éventuellement illégitimes ou malveillantes, à savoir le fait de taper certaines commandes sensibles ou d'ouvrir ou fermer certaines applications. Donc là, dans cette démonstration, j'ai volontairement bloqué une application relativement simple, hein, bien évidemment, donc Paint le cas échéant, mais en production, on aurait plus tendance à bloquer des accès à la ligne de commande de Windows, aux accès services, pour justement éviter, par exemple, d'arrêter des services, de redémarrer des machines et donc de faire des arrêts de production. Ce qui est très important aussi dans le cadre d'un projet Bastion, c'est d'éviter tout mouvement latéral. Hein, c'est-à-dire qu'un utilisateur a accès à une machine et depuis cette machine, il va tenter de rebondir sur une autre, tout simplement parce qu'il va connaître les identifiants. Donc là, avec le Bastion Walix, encore une fois sans agent, vous allez pouvoir empêcher, par exemple, le fait de vouloir rebondir sur une autre machine de votre infrastructure sur tel ou tel flux.
Voilà, donc là, moi, je vais bloquer les flux de connexion RDP. Donc, je ne serai cloisonné qu'à cette machine, ou en tout cas les machines auxquelles l'administrateur du bastion m'a donné accès. En termes d'accès utilisateur interne, vous avez bien sûr la faculté de pouvoir vous connecter par cette interface web qui est complètement centralisée, sur laquelle vous allez avoir tous vos accès. Mais vous avez aussi la faculté de pouvoir utiliser vos propres outils de connexion. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai des populations plutôt de type administrateur qui utilisent des outils sur leur poste de travail de type PuTTY pour des accès SSH ou des Royal TS, des mRemote NG ou des clients Microsoft embarqués pour les connexions RDP, sachez qu'ils vont pouvoir toujours continuer à les utiliser. L'idée, c'est de pouvoir garder l'expérience utilisateur au plus proche de celle qu'ils ont actuellement. Donc là, imaginons que je souhaite me connecter sur un système en particulier Unix via SSH. Donc, je vais me connecter au bastion, toujours avec mon compte WALIX1. Je vais mettre mon authentification, potentiellement authentification forte. Et une fois authentifié, je vais avoir une liste d'accès. Donc là, qui sera un petit peu plus réduite, tout simplement parce que j'accède au bastion que sur la partie SSH. Donc, on ne va pas vous lister vos accès RDP, ça n'aurait aucun sens. Donc là, l'utilisateur va choisir, par exemple, de se connecter en Linux sur sa machine Ubuntu, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, sans avoir à saisir ni connaître les mots de passe. L'ensemble des secrets, mots de passe ou clés SSH sont stockés, chiffrés en AES dans le vault, le coffre-fort interne du bastion. Et donc, une fois qu'il est connecté, donc là, vous voyez, j'ai pu me connecter en Linux et ensuite, j'ai même demandé au bastion de me faciliter la tâche en me connectant automatiquement root. Donc, j'ai pu faire, grâce au bastion, une élévation de privilèges sans avoir à saisir aucun mot de passe et surtout sans avoir à les connaître. Vous verrez par la suite qu'en plus de cela, une rotation automatique des mots de passe ou des secrets s'effectue sur ces comptes. Donc ici, j'ai un accès SSH, tout ce qui est plus classique. Donc, vous allez taper vos commandes. Voilà, comme vous avez l'habitude de le faire. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez pouvoir tout faire. Donc, ce n'est pas parce que je suis root que je vais, par exemple, donner la faculté aux utilisateurs de changer leur mot de passe. Je vais leur interdire éventuellement de la commande RM pour éviter de faire de la suppression de dossiers ou de fichiers. Et je vais même potentiellement pouvoir leur interdire la commande SSH pour éviter justement qu'ils tentent de rebondir sur d'autres machines. L'idée, c'est encore une fois de segmenter les accès. C'est une norme importante du standard PCI DSS, c'est de limiter les accès aux personnes autorisées par rapport à leur droit d'en connaître. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai un compteur qui s'affiche, donc qui informe l'utilisateur du fait que potentiellement, au bout d'un nombre de commandes interdites, on va le déconnecter. Ce qui est le cas ici. J'ai volontairement gardé ma fenêtre RDP en parallèle, juste pour vous expliquer, bien sûr, et ce que Sébastien a expliqué, le fait de pouvoir aussi auditer, surveiller une personne qui serait actuellement connectée au travers du bastion. Donc, il a parlé de la technologie de 4i. Donc, l'idée, c'est que quand un utilisateur se connecte par la partie Session ou juste après par la partie Access Manager, on puisse voir, alerter une tierce personne, un auditeur, de cette connexion, pour qu'il puisse voir à son tour ce que fait l'utilisateur en temps réel. Donc ici, partons du principe que j'ai été l'auditeur, j'ai reçu une notification comme quoi mon user Walix 1 a été connecté sur une machine, donc je vais me connecter avec mon propre compte. Donc ici, je prends le compte admin juste pour que ce soit plus simple et vous puissiez voir toute l'interface, qui est bien sûr également disponible dans plusieurs langues, notamment en français. Et je vais aller dans la partie audit. Dans ma partie audit, je vais voir toute la notion d'imputabilité des connexions, à savoir qui est connecté, mon user primaire, Walix1, où est-ce qu'on est connecté, connexion secondaire, c'est-à-dire sur le Windows 2016 via le compte administrateur, qui est un compte stocké dans le coffre-fort, une fois encore, comment par la mécanique de RDP, quand vous avez le rodatage. Et ici, vous avez cette faculté, avec cette petite loupe, de pouvoir voir en temps réel ce que fait l'utilisateur. Dans cette partie-là, ce n'est que de la visualisation. Sachez que vous auriez aussi la faculté de pouvoir prendre le contrôle à distance de la machine.
hein, donc c'est-à-dire de partager le contrôle du clavier et de la souris des deux côtés. Ce qui vous permettrait, par exemple, d'assister l'utilisateur à distance en tapant des commandes à sa place, donc notamment à des fins de support ou de helpdesk. Vous pouvez aussi, bien sûr, fermer la connexion à distance en tant qu'auditeur, tout simplement pour pouvoir accéder ensuite à l'enregistrement. Donc ici, vous allez cocher la case. Tout simplement, vous allez vous dire, il n'est pas nécessaire que l'utilisateur soit connecté à cet instant T sur cette machine. Ou alors, quand vous vous êtes connecté, la session a déjà duré 2 heures avant. Donc, vous voulez accéder à cette information. Donc, pour cela, il faut que la connexion soit terminée au niveau du bastion et vous allez vous-même la fermer à distance. Ce qui va bien sûr déconnecter votre utilisateur distant. Je vous montrerai les enregistrements et tout ce qu'on est capable d'enregistrer juste après. En parallèle de ça, donc c'est vrai que cette partie Session Manager est plus généralement utilisée pour tout ce qui est accès interne. Pour les accès externes, on va généralement plutôt proposer le portail Access Manager. Donc l'idée, c'est que c'est un portail web, comme l'a expliqué Sébastien, qui soit complètement intégré au navigateur. On utilise de l'HTML5 et ça va vous permettre de pouvoir donner des accès à vos utilisateurs en nomadisme ou tout simplement vos prestataires ou télémainteneurs avec lesquels vous travaillez. Un accès unique avec un système bien sûr d'authentification forte et un portail encore une fois complètement personnalisable. Ils n'auront encore une fois rien à installer sur leur poste de travail. Donc ici, cette fois-ci, je ne vais pas me connecter avec le WALIX1, je vais me connecter avec un autre utilisateur, membre d'un autre groupe au niveau de mon annuaire. Tout à l'heure, j'ai parlé de WALIX1 dans le groupe avant-vente. Ici, on pourrait très bien imaginer le WALIX2 dans le groupe prestataire. Donc pareil, j'aurais pu coupler l'Access Manager avec des systèmes d'authentification forte basés sur différentes méthodes. Donc là, vous allez voir la différence entre l'Access Manager et la partie Session Manager précédente. Le fait que déjà cet Access Manager soit une interface web complètement personnalisable. Donc vous allez pouvoir changer notamment l'affichage pour vous rendre l'utilisation au quotidien beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir, par exemple, via des clics droits ou des clics gauches, tout simplement, supprimer, masquer certaines colonnes dont vous n'avez pas besoin. Donc, vous allez pouvoir avoir une vue complètement personnalisable. Ici, vous voyez, je retrouve un certain nombre d'accès qui ne sont pas forcément les mêmes. Ça va dépendre de votre architecture et de vos besoins. Vous pouvez avoir des bastions répliqués, Sébastien en a parlé. Vous pouvez aussi avoir des bastions complètement hétérogènes, à savoir avec des configurations complètement différentes. Un bastion pour votre monde IT, un bastion, par exemple, pour votre monde OT. Ici, je peux personnaliser aussi mes arborescences d'accès. Donc ici, par exemple, je vais créer un sous-dossier et par un simple système de drag and drop, y ranger les machines qui m'intéressent le plus. Donc ça permet aussi aux utilisateurs d'adhérer plus facilement à la solution. Donc ils utilisent le navigateur web de leur choix, encore une fois. Moi, j'ai pris Google Chrome ici, mais j'aurais pu en prendre un autre. Cette fois-ci, si je veux me connecter, vous allez voir que je vais directement cliquer sur cet onglet, sur ce petit icône, et je vais ouvrir dans un nouvel onglet la connexion. Par contre, la petite subtilité que j'ai mis en place ici pour ces utilisateurs, c'est de mettre un système d'approbation. Ce système d'approbation est là pour empêcher l'utilisateur de se connecter n'importe comment ou n'importe quand, en tout cas sur le système. Notamment, si je vous donne un cas d'usage, c'est le prestataire qui est, par exemple, administrateur de votre serveur de base de données, qui va se connecter de l'extérieur, mais qui n'a pas forcément de droit d'administration en local sur votre serveur de base de données et a besoin de faire une mise à jour. Donc, en fait, je vais lui octroyer un accès administrateur temporaire, juste le temps qu'il fasse, par exemple, la migration de sa base de données. Donc, il va, au moment de se connecter, demander une durée de connexion, par exemple 1 heure. Il va renseigner un numéro de ticket. Sachez qu'avec nos systèmes d'API, on pourrait très bien faire en sorte d'automatiser les connexions et les communications entre le bastion et votre outil d'ITSM interne, GLPI ou ServiceNow, par exemple. Et il va mettre un commentaire. Il va envoyer la demande. Donc, ça va générer un mail aux approbateurs associés. Donc, on aura défini un groupe d'approbateurs pour la population
dont Walix2 fait partie. Donc, l'approbateur, lui, va se connecter avec son profil sur le bastion et va recevoir une notification. Dans cette notification, il va pouvoir voir que le prestataire Walix2 s'est connecté, enfin, a fait une demande de connexion sur cette cible avec le compte administrateur, puisque par défaut, il n'a pas ces accès-là, et il a demandé 1 heure. Il va cliquer sur la demande d'approbation et pouvoir voir l'ensemble des informations, notamment le numéro de ticket ou la raison de sa connexion. Il va pouvoir approuver ou non la demande, mais limiter éventuellement la durée. Donc là, une fois qu'il a approuvé, l'utilisateur est notifié, il réouvre sa session et il va retrouver exactement la même logique que ce qu'il aurait eu s'il avait eu les connexions en mode admin. Enfin, voilà. Donc, on lui rappelle à la connexion que sa session va se terminer dans 10 minutes. Et donc, le gros intérêt de l'Access Manager, c'est donc de pouvoir ouvrir une connexion directement dans le navigateur web. J'aurais pu, bien sûr, aussi ouvrir une connexion de type SSH. J'aurais eu potentiellement des accès différents. Donc, j'aurais pu mettre de l'approbation ou pas sur ce système SSH, quelque chose que j'ai fait, mais j'aurais très bien pu dire « je veux de l'approbation sur la machine Windows, je n'en veux pas sur la machine Linux ». Voilà, donc en parallèle de ça, chose importante de savoir, c'est que la connexion, même si elle est initiée depuis le portail Web Access Manager, en fait, la réelle connexion est initiée par le bastion. C'est toujours le bastion qui se connecte. La preuve, vous voyez ici, j'ai une connexion qui est ouverte. Si j'aurais pu la regarder en temps réel, même si ça provient de l'Access Manager, je vais la fermer juste pour vous prouver que la connexion côté bastion a été close. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais pouvoir accéder aux enregistrements. Donc ici, je vais aller dans la partie historique de session et je vais retrouver l'ensemble de mes connexions qui ont été ouvertes au travers du bastion, avec des symboles sur la partie droite qui vont vous permettre de savoir comment la session s'est terminée. Est-ce qu'elle s'est terminée parce que j'ai tapé trop de mots-clés interdits? Quand je dis j'ai tapé trop de mots-clés, c'est l'utilisateur distant. Est-ce qu'elle s'est terminée parce que l'utilisateur tout simplement a fermé sa session? Ou est-ce qu'elle s'est terminée à distance parce que c'est un auditeur ou un administrateur du bastion qui a voulu la fermer lui-même? Donc l'idée, bien sûr, c'est de retrouver les informations de qui s'est connecté, où est-ce qu'on s'est connecté, quand et comment, et surtout d'accéder à toute la traçabilité, donc toute l'activité. Donc ici, on stocke les enregistrements locaux sur le bastion, on peut les stocker également de manière déportée. Bien sûr, c'est signé, donc c'est sécurisé, et c'est compressé pour pouvoir gérer beaucoup plus facilement tout ce qui est espace de stockage. Donc, on aura aussi, c'est le standard du SCI DSS, des politiques de rétention sur lesquelles on va pouvoir mettre en place des choses sur le bastion. Voilà, donc ici, j'accède. Alors, je n'ai peut-être pas pris le bon enregistrement, ce sera plutôt celui-ci. Pardon, j'ai une petite déconnexion. Alors, je vais juste vous en montrer une qui sera peut-être plus importante. Alors, déjà, je vais vous montrer la partie Linux, déjà, pour que vous puissiez voir que vous avez une partie vidéo qui va s'activer. Voilà, et vous allez pouvoir retrouver toutes les informations. Notamment, vous allez pouvoir faire des recherches avec votre navigateur web et donc trouver un certain nombre d'informations qui auraient été tapées par le client ou l'utilisateur distant, et notamment avoir donc, toutes les informations qui auraient pu être bloquées. Et donc, dans le cadre d'un environnement Windows, vous allez avoir une vision plus graphique. Donc, vous allez en fait avoir plein de petits bouts de séquences vidéo en fonction des actions qui ont été ouvertes.
Et vous allez pouvoir aussi revoir tout ce qui a été fait par l'utilisateur, donc les frappes clavier type le bonjour que j'ai tapé tout à l'heure. Vous allez pouvoir voir les tentatives de rebond réseau qui ont été bloquées. Vous allez voir les fenêtres qui ont été démarrées, fermées, arrêtées, les commandes, etc., etc. Un peu de la même manière, mais sous format plus graphique. Voilà. Le problème, c'est que je vais prendre une connexion. Voilà. Celle-là est plus longue. Alors, en parallèle, je ne voulais pas montrer, je vous en ai parlé. Sachez que je mets en place sur le Bastion un système de rotation des mots de passe qui fait que les mots de passe sont changés après chaque connexion ou chaque consultation. L'objectif, c'est de permettre à certains utilisateurs, éventuellement pour des raisons d'élévation de privilèges, de pouvoir consulter éventuellement un login mot de passe d'un compte, par exemple le compte admin local de la machine pour pouvoir faire sa migration. On va mettre en place des systèmes de rotation. Voilà, c'est la fenêtre de connexion, excusez-moi, que je voulais vous montrer. Vous voyez ici, j'ai plein de bouts de séquences vidéo qui vont me permettre de pouvoir aller à la vidéo directement. Donc, par exemple, je veux savoir ce qui s'est passé à tel moment sur mon système, je veux savoir lire la vidéo à partir de cet instant-là pour pouvoir le troubleshooter beaucoup plus vite. Je vais taper une information ici ou tout simplement l'heure à laquelle ça s'est produite et je vais cliquer ici et ouvrir la vidéo directement à partir de la séquence qui m'intéresse. Si je veux savoir ce qui a été tapé au clavier durant cette session, je peux taper des mots-clés et voir ces informations. Si je veux voir des choses bloquées, voilà, même chose, je vais voir par exemple les applications bloquées ou mes tentatives de rebond réseau. Et tout ça sera tracé, enregistré et potentiellement exportable dans un système SIEM ou SOC via du syslog. Voilà. Pour terminer cette partie démonstration, je vais juste vous montrer, parce que ça se fait de manière complètement transparente, que la rotation des mots de passe s'effectue. Donc, on a cette faculté de pouvoir aussi connaître à un instant T les anciens mots de passe, je ne dis pas les mots de passe actuels, mais les anciens mots de passe, pour pouvoir éventuellement revenir à un système antérieur. Et donc, ceci se fait au niveau de l'account history. Et donc ici, vous allez pouvoir voir qui a accédé à quel mot de passe à l'instant T. Moi, à un moment, potentiellement, je pourrais donner à l'utilisateur la faculté de connaître le mot de passe winadmin pour pouvoir faire une élévation de privilège. Et donc, je vais voir dans l'activité que potentiellement mon utilisateur Walix1 a consulté ce compte à tel moment. Et je vais pouvoir voir éventuellement les anciens mots de passe liés à ce compte. Voilà, donc je ne vois bien sûr pas le mot de passe actuel. Et sachez que bien sûr, on a des mécanismes de recovery pour pouvoir mieux gérer, en tout cas gérer les problématiques éventuellement de bastions indisponibles à l'instant T. Donc, on va mettre des clusters en place, on va mettre des mécanismes de mails chiffrés en place destinés à certaines personnes qui ont le droit d'en connaître, etc., etc. Et donc, en fait, vos mots de passe sont tout le temps sécurisés. C'est-à-dire que même si quelqu'un le connaît à un instant T, il sera changé par le bastion juste après qu'il se soit connecté avec ou qu'il l'ait consulté. Voilà, donc pour en terminer, juste par rapport à la diapositive qu'a présentée Sébastien tout à l'heure, vous avez pu voir aujourd'hui que le bastion va répondre donc aux problématiques d'accès octroyé aux utilisateurs au niveau des règles définies. On ne donne pas les mêmes accès à n'importe qui. On va pouvoir masquer et protéger les différents secrets en mettant en place ce système de rotation. Et on va surtout pouvoir surveiller et enregistrer l'ensemble de l'activité des utilisateurs. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, Sébastien, je te redonne la main si besoin. Hop, excellent, merci. Donc, on va finaliser la présentation avec le service offert donc, sur cette technologie-là par Sonema. Donc, on va retrouver. Donc, merci beaucoup encore, Stéphane, pour cette présentation fort détaillée. Donc, pour finir, on a deux modèles aujourd'hui du côté Sonema de service. Bien entendu, le service classique on-premise, c'est-à-dire que vous disposez chez vous de l'offre Bastion
donc avec des plateformes donc, sous forme de hardware ou software, enfin, au modèle VM directement déployé chez vous, ou tout simplement en as a service, c'est-à-dire que nous disposons de la plateforme sur nos téléports du côté Sonema et pouvons vous offrir, donc par le biais des moyens de connectivité Sonema, entre autres, une plateforme de rebond justement à destination de vos infras, qu'elle soit hébergée chez Sonema ou éventuellement chez vous. Tout est possible. Enfin, à savoir que la plateforme est aussi disponible dans un environnement cloud Amazon, Microsoft Azure en l'occurrence. Enfin, un petit cas client qu'on a traité avec le service Bastion, un contexte client, donc un client en Centrafrique avec plus d'une centaine d'agences, donc engagées dans un processus de mise en conformité de ces infrastructures donc pour le standard PCI DSS. Les challenges liés donc en particulier à cette mise en conformité, challenge on va dire des plus classiques, hein, le fait de mettre en place cette fameuse gestion des comptes à privilèges, limiter les accès sur les ressources cibles extrêmement sensibles, puisqu'on parle ici de monétique, limiter les actes de malveillance qui proviennent de l'interne ou l'externe, et enfin tracer l'historique de l'ensemble des sessions d'administration. Donc la solution Bastion a permis de répondre à ces problématiques et a permis aussi d'apporter une facilité pour le déploiement d'une solution d'authentification forte. Donc à l'aide d'une solution tierce, donc à savoir, comme on l'a dit précédemment, la solution Walix permet de s'intégrer avec tout type de solutions, donc des annuaires LDAP, Active Directory, mais aussi des solutions permettant la mise en place de double facteur d'authentification. Donc les bénéfices à l'issue de ce projet ont été bien entendu le fait de pouvoir intégrer en particulier cette authentification forte de manière assez aisée, répondre à la plupart des exigences qu'on a vues précédemment sur les 3 grands thèmes, donc la gestion des privilèges, la traçabilité et l'auditabilité. Et pour terminer, une facilité aussi de gestion des accès administrateurs, dans le sens où, comme on l'a vu avec la plateforme Access Manager, on peut uniformiser, si on peut dire ça, les outils utilisés par les administrateurs et les moyens de se connecter aux plateformes. Donc on va aussi, entre autres, éviter qu'un administrateur se connecte avec un outil qui n'a pas été validé, par exemple, par les équipes DSI au préalable. Voilà pour ce petit cas d'usage. On va enchaîner rapidement avec un petit QCM, donc un petit sondage interactif donc, qui s'affiche normalement sur vos écrans. Donc, on a 3 petites questions avec de multiples choix. Le premier étant de savoir si des standards de sécurité sont des critères de choix pour ce type de solution. Les types de problématiques que vous pouvez rencontrer, enfin, et ensuite des problèmes, on va dire, assez standards, hein, qu'on peut retrouver dans les risques cyber. Donc, à savoir que pour les mises en conformité, autres, ça veut tout dire, hein. Vous pouvez avoir, on n'est pas forcément obligé d'avoir des besoins de conformité pour vouloir déployer un Bastion. On a des cas d'usage où, par exemple, les personnes ne veulent pas utiliser, par exemple, la partie authentification, mais uniquement la partie enregistrement des sessions. À savoir que c'est tout à fait possible. On peut vouloir appliquer une seule partie ou les bonnes pratiques d'un standard aussi. C'est tout à fait envisageable. Okay, Stéphane.
encore quelques secondes, ok. On va attendre un petit peu. On attend d'avoir l'ensemble des réponses. Dans autres, on peut mettre également Swift. Oui, tout à fait. Oui, tout Voilà. à fait. Des prérequis comme Swift. Un standard de sécurité aussi. Exact. Donc encore merci. Donc je vois qu'on a 54 participants. Encore un grand merci pour votre participation. Je sais qu'on a déjà pas mal de questions aussi, donc on va traiter par la suite. Le sondage est terminé. Ok. Bon, bah, c'est intéressant. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes en provenance du monde bancaire. Donc, avec 62% de réponses pour la partie PCI DSS, bien entendu. Alors, à savoir que si vous avez déjà appliqué les bonnes pratiques de l'ISO 27001, une petite partie du chemin, on va dire une bonne partie du chemin est déjà en bonne voie pour le PCI DSS. Donc, ok. Traçabilité, ok, qui revient donc dans les problématiques à traiter en particulier. Donc sécurisation des accès aussi à distance, bien entendu, en particulier en cette période particulière de Covid. Maladresse, ok, intéressant, à égale distance avec les tentatives d'accès malveillant. Donc oui, la maladresse, en effet, c'est donc les problématiques internes qu'on retrouve souvent, hein, l'erreur humaine, du coup, hein, c'est vraiment intéressant, en particulier avec une plateforme Bastion, de pouvoir retracer l'issue d'une session d'un administrateur qui aurait crashé un système. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour avoir participé à ce sondage. On va passer à la suite, donc, sur la partie questions-réponses. Donc, pour terminer, hein, voici quelques points, les 4 points majeurs qui font que vous savez, si vous répondez oui à l'un des points, c'est que vous avez forcément un besoin lié à la mise en place d'un bastion. Donc, en l'occurrence, donc sécuriser les accès à distance, hein, comme on a dit. Gérer des problématiques concernant la gestion des logins mots de passe, à savoir qu'aujourd'hui, on est obligé par la force des choses, de retenir beaucoup d'identifiants, que ce soit pour le monde professionnel ou personnel. Donc, on va limiter on va limiter la gestion de ces mots de passe au niveau des administrateurs en particulier. La traçabilité, on y revient encore. Et enfin, lutter efficacement contre le contournement des procédures de sécurité, ou autrement dit, la maladresse, comme on vient de le voir. Donc, quelques questions, Stéphane. Oui, vous m'entendez? Tu m'entends? Oui, parfaitement. Alors effectivement, très bonne participation, merci à tous. On a plus de 55 participants sur le webinaire. Et effectivement, beaucoup de questions avec beaucoup d'intérêt. Donc, je les fais dans l'ordre d'arrivée. Et puis, l'un de vous trois peut répondre précisément. Alors, première question, en ce qui concerne la traçabilité des adresses IP sources au niveau des serveurs, est-il possible de retracer les adresses IP sources dans les logs des serveurs cibles? Ok. Alors là, je pense que la question, c'est de savoir si entre le poste d'admin et la serveur cible, on peut retrouver au niveau de la cible l'adresse IP source. Très, très bonne question. Stéphane, je ne sais pas si on a un mode transparent. Tout à fait. On va pouvoir travailler en mode proxy, on va pouvoir travailler en mode transparent, et dans vos logs, vous allez avoir les adresses IP en fait, des utilisateurs qui vont se connecter. Vous le voyez au niveau des sessions, quand vous reverrez la vidéo, vous verrez que dans la partie audit de session, quand une session est démarrée, en fait, il y a le nom de l'utilisateur @ son adresse IP source, notamment. Et ensuite, vous allez pouvoir le récupérer au niveau des logs ou ce que vous allez envoyer via syslog sur votre SIEM ou votre SOC. Ok, alors prochaine question. Est-il possible de sauvegarder les fichiers et vidéos de la solution Walix sur SIEM comme QRadar?
Tout à fait, on va pouvoir envoyer les informations par syslog justement vers des QRadar, vers des Splunk ou ce genre de solutions. On a des parseurs particuliers pour ça, donc aucun souci. Si vous avez une autre solution, du moment qu'elle est compatible avec le syslog, ça fonctionnera. Et dans la foulée, Walix arrive-t-il à enregistrer les sessions d'administration de solutions utilisant les protocoles HTTP et HTTPS? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que dans le cadre de la démonstration, je n'ai pas forcément montré une connexion applicative parce que, bon, après, c'est juste sur une notion de temps. Mais j'aurais pu vous montrer une connexion sur un portail web, par exemple. Par contre, on ne parlera pas de proxy HTTP, HTTPS aujourd'hui. Hein. On va s'appuyer sur un serveur de rebond applicatif qui sera un serveur Windows Remote Desktop Service. Et on est en train de réfléchir sur le fait de proposer cette solution aussi sur un jump server Linux dans l'année. Donc, pour répondre à votre question, on sera capable de tracer et sécuriser on sait aujourd'hui le faire avec Windows, demain avec Linux, mais on sait tracer et sécuriser les connexions à des portails web, HTTP, HTTPS. Ok, toujours une question technique. Quel format de vidéo spécial utilise Walix pour pouvoir enregistrer les sessions? Alors, c'est une bonne question. Par défaut, c'est un format propriétaire. Donc, c'est une extension de fichier qui ne peut être lue que sur le Bastion. Par contre, après, vous pouvez très bien, encore une fois, je ne peux pas tout vous montrer dans ces 20-25 minutes de démonstration, mais vous pourriez très bien derrière prendre l'enregistrement et le télécharger en MP4. Mais par défaut, quand c'est stocké de manière sécurisée sur le Bastion ou sur un partage réseau distant, c'est dans un format propriétaire qui ne peut plus que par le Bastion. Ok, une question de Loïc Kinji avec un aspect un peu plus générique. Est-ce que la gestion du Bastion doit être sous la responsabilité de la DSI ou d'une autre fonction dans l'entreprise? Alors ça, je peux y répondre. Ça peut être vaste. Ça va dépendre de vous principalement. Bon, généralement, vu qu'il s'agit d'un outil technique, il est quand même plus sage de le laisser sous la responsabilité de la DSI. Maintenant, chose intéressante qu'on peut voir donc sur un système Bastion comme Walix, c'est le fait de pouvoir avoir de l'approbation. C'est-à-dire qu'on peut très bien déléguer, par exemple, cette tâche pour éviter le juge des parties, en particulier éviter que des administrateurs n'atteignent des cibles sensibles sans avoir l'accord de leur hiérarchie. On peut très bien déléguer cette tâche-là à une autre personne qui ne fait pas partie, par exemple, du service DSI. Donc, c'est-à-dire que la personne va avoir un accès à la plateforme et va pouvoir donner son autorisation, comme l'a bien montré Stéphane dans l'interface. Donc, la question, c'est oui, tout est possible. Maintenant, ça va dépendre des cas particuliers de votre usage d'une telle plateforme. Ok, toujours Loïc qui nous demande si on peut générer ou exporter les historiques sous un format TXT. Tu réponds ou tu veux que je réponde, Sébastien? Oui, alors je peux répondre puisqu'on l'a vu d'ailleurs en pratique dans ta démo. On peut exporter. Alors je crois que c'est du XLS par défaut. C'est du CSV. En fait, du CSV, pardon. Oui. Voilà. Non, mais oui, après ça s'ouvre avec un Excel. Après, on peut le faire. Mais voilà, donc ça ne sera pas du format TXT de base, mais ça sera du format texte via CSV. Ok. Je crois que Stéphane a apporté un élément de réponse, mais peut-il préciser la fréquence du changement des passwords enregistrés dans le coffre-fort du Bastion? Alors ça, c'est après chaque connexion. Hein, vous vous connectez avec un compte administrateur qui est dans le coffre-fort et sur lequel vous mettez de la rotation. À la fin de la connexion, le Bastion va envoyer une demande en fait, de rotation de mot de passe en local. Et s'il arrive à le faire, il va le modifier aussi dans son propre coffre-fort hein, pour pas qu'il y ait de différence entre le local sur le poste et le coffre-fort du Bastion. Donc, ça va être fait après chaque connexion. Ça va être fait après chaque consultation, hein, si on donne la faculté à l'utilisateur de connaître le mot de passe d'un compte à un instant T. Et ça peut être fait aussi de manière périodique. Et auquel cas, cette périodicité, c'est vous qui la définissez. Donc, si vous voulez que les mots de passe, toute partie des secrets, je dis mot de passe, mais ça peut être les clés SSH, soient changés, par exemple, toutes les semaines, c'est aussi une faculté que vous pourriez faire. OK. Est-ce que le système permet de sauvegarder les paquets réseau et de les analyser après? Alors,
Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, là, on serait plutôt sur un… depuis l'interface web, en fait, vous allez avoir la notion de paquet réseau pour la partie protocole RAW-TCP. On utilise généralement pour tout ce qui est tunnalisation applicative ou mon outil. Par contre, après, si vous avez un accès directement sur le Bastion, vous pourriez lancer des analyses de trame. C'est un système Debian derrière. Mais c'est vrai que ce n'est pas la vocation première proposée par l'interface, sauf pour les connexions vraiment basées sur du RAW TCP. Donc là, on sera vraiment sur des pour être un peu plus précis, sur du format P4. Ok, j'ai une autre question. Est-ce que Walix permet de faire blacklister automatiquement les adresses IP ou URL sans définir des règles de façon manuelle? Alors, aujourd'hui, non, mais par contre, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Et avec notre solution BaseSafe de PEDM qui vient se couper au Bastion, on pourrait faire ce genre de choses. Ok, ensuite, on a également des questions concernant la double authentification. L'accès même à Walix peut-il être protégé par une double authentification? Tout à fait. Voilà, Sébastien en a parlé. Donc, sur le Bastion, en fait, le Bastion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rediriger les requêtes de connexion à votre système d'authentification forte. Donc, là où vous allez avoir de la connexion forte via OTP, sur l'application smartphone, SMS, certificat embarqué, clé USB, token. On peut imaginer voilà, des clés FIDO ou des YubiKey, Yubico. Enfin, voilà, on peut imaginer plein de choses. Mais en fait, on va s'appuyer sur des protocoles d'authentification forte. Donc, le Bastion, Sébastien en a parlé, par les Radius, par les TACTAX, par les Kerberos, par les LDAP ou autres. L'Access Manager, lui, pourra parler certificat, Radius aussi, voire SAML. J'ajouterais une chose, c'est que la connexion à un Bastion devrait se faire systématiquement avec une authentification forte, pour des raisons de sécurité. C'est ce que recommande d'ailleurs l'ANSSI, et notamment le standard PCI DSS veut que on s'assure de la personne et de l'identité de la personne qui va se connecter. Donc, usurper l'identification d'un utilisateur parce qu'on a eu accès à son mot de passe Windows, c'est un risque quand même vraiment très élevé. Donc, pour renforcer ça et éviter ça, surtout, on va se coupler à un système d'authentification forte comme le proposerait Walix, Sonema ou peut-être le vôtre que vous avez déjà en interne et on s'attaquerait avec. Donc, du coup, ça répond à une question suivante qui était de savoir si le Bastion est compatible avec toutes les solutions de 2FA, donc de double authentification. Potentiellement, avec les protocoles que je vous ai cités, oui. Ok. On a également une question sur la durée maximale de conservation des traces des sessions. Alors, par défaut, c'est 3 ans. Mais ça, vous pouvez le changer. C'est une politique de purge de rétention que vous décidez. Si vous voulez mettre que 1 an ou 6 mois, c'est à vous. Vous en avez le choix, en fait. Mais par défaut, je crois que c'est 36 mois. D'accord. Et c'est surtout géré en fonction des réglementations auxquelles vous êtes soumises. Voilà. Donc, c'est là que vous allez paramétrer en fonction de vos utilisations dans le bancaire, dans le télécom, des choses comme ça. Et la durée ne sera pas la même. Et donc, vous la gérez en fonction de vos choix. Ok. On a également alors une question peut-être plus pour Sébastien. Pour un client de Sonema, l'architecture Bastion as a Service est-elle la plus économique et la plus efficace? Vous allez, encore une fois, ça va dépendre, là je ne pourrais pas répondre formellement à la question. Maintenant, tout va dépendre de l'infrastructure dont vous disposez déjà chez vous ou pas. Bien entendu, le fait d'être en as a service, l'avantage c'est que si vous n'avez pas, par exemple, de technologie permettant d'héberger des VM ou vous ne souhaitez pas mettre un rack en place chez vous avec, parce que la solution en Bastion peut venir aussi avec du hardware, ça peut être plus intéressant économiquement, en effet, de passer par du as a service. Maintenant, tout dépend du contexte. Si vous avez des infras ou non déjà en place, si vous souhaitez infogérer vous-même la solution ou non, c'est un calcul à faire. Maintenant, oui, l'objectif du as a service étant d'éviter des investissements à votre niveau. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait… Alors, attendez, j'ai encore une petite question. Faut-il déployer des équipements spécifiques? Alors,
Stéphane, je peux répondre en partie à la question. Je te laissais la main parce que je pense que je pense que tu sais répondre. Pour ma part, non. Justement, pour la partie, on va dire les protocoles typiques d'administration, donc en ce qui concerne la partie SSH et la partie RDP, donc bureau à distance, il n'y a pas d'ajout particulier à faire. Maintenant, la seule particularité éventuellement qu'il y a à prévoir, c'est pour la partie SSH qui nécessite la mise en place d'une solution RDS. Et comme l'a dit Stéphane, prochainement, on espère la sortie d'une plateforme type Linux pour réaliser ce type d'accès administratif. Donc, au travers à destination de cibles HTTP, HTTPS. Donc, la réponse est oui, il faut, dans le cadre d'accès à des cibles HTTP, passer par l'adjonction d'un outil RDS de Windows, donc Remote Desktop Service. Autrement, si votre besoin, c'est uniquement d'administrer des plateformes en bureau à distance ou en SSH, là, la plateforme n'a pas de besoin particulier d'ajout supplémentaire d'outils. Okay. Et enfin, parce qu'on s'approche de la fin de notre webinaire, donc les deux dernières petites questions très rapides. Quel est le délai de déploiement moyen d'une solution Bastion et est-ce que ce service est redondant? Alors, le délai moyen, nous, de ce qu'on a pu expérimenter justement avec notre cas client, c'est vraiment assez court. On va dire que dans les 3 mois, on avait, le grand maximum, on avait une solution opérationnelle, d'autant plus que l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui peut se déployer en parallèle de systèmes en production. C'est-à-dire que le prérequis, bien entendu, comme on l'a vu dans les schémas de principe, c'est de préparer le terrain, entre guillemets, de créer idéalement une DMZ, donc pour ceux qui ne connaissent pas, une zone isolée d'administration par rapport au serveur cible. Une fois que cette zone est créée et que le service est monté, donc que la plateforme Bastion est montée, il ne reste plus qu'à verrouiller les accès directs aux cibles, bien entendu, et de faire transiter les sessions, non plus directement, mais au travers de la plateforme Bastion. Donc le déploiement peut se faire assez rapidement, voire même très rapidement, et l'avantage aussi, c'est qu'il peut se faire en toute transparence à partir du moment où on peut préparer la solution en parallèle du travail des administrateurs. J'ajouterai un point, puisqu'on parle souvent de responsabilité partagée dans les environnements cloud. Ce qui va prendre le plus de temps dans votre projet, c'est cette matrice des droits. Ouais. Et c'est vous, en tant que client, qui avez la charge de la gestion de vos utilisateurs. Donc, cette matrice des droits, si vous êtes en France, il y a les 40 règles de l'ANSSI dont ça fait partie. Maintenant, derrière, j'espère que vous en avez une. Mais quand on pose des fois la question où en est votre matrice des droits, on a souvent des réponses, un fichier Excel dans ma tête, sur un Word. À vous un peu de recompiler. Et puis, c'est la mise en place d'un Bastion, c'est le moment également de replanifier les accès, qui a le droit de faire quoi, et de s'apercevoir qu'il y a peut-être des gens qui sont là ou des accès qui sont en libre service et qui ne devraient plus y être. Voilà. Exactement. Je me permettrais, juste d'ajouter autre chose. Sachez que par contre, on peut vous aider avec des outils pour automatiser et provisionner le Bastion ou faire de la découverte de comptes ou de réseaux pour que justement vous facilitez cette tâche. Mais comme l'a dit non, c'est une tâche qui vous incombe. On ne peut pas nous savoir quels sont vos utilisateurs, où est-ce qu'ils accèdent, quand et comment. Voilà. Mais on peut vous aider à mettre en place des outils qui vont vous permettre d'automatiser, configurer le Bastion de manière beaucoup plus simple et plus rapide. Ok, écoutez, si aucun des 3 intervenants que je remercie encore particulièrement n'a de points à rajouter, on va mettre fin à ce webinaire. On peut chaleureusement remercier tous les participants. Il y avait 55 personnes connectées sur le webinaire. Merci à vous tous. Voilà. Merci encore à vous tous. Juste préciser, parce que j'ai eu pas mal d'inscriptions pendant le webinaire. Donc, on sera plus précis la prochaine fois sur la communication de l'horaire, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'avaient pas
apprécier l'horaire par rapport au décalage horaire dans certains pays. Donc, je m'en excuse auprès d'eux. On sera plus précis la prochaine fois. Et puis, voilà, le dernier slide, c'est que notre prochain webinaire est d'ores et déjà programmé le 16 mars à 11 h, donc heure de Paris. Comme ça, je précise bien dès maintenant. Il sera co-animé avec notre partenaire Vim et il concernera la thématique des plans de reprise d'activité qui peut être très, très important pour certains de nos clients et de nos partenaires. Voilà, donc encore merci à tous. Messieurs, si vous avez quelque chose à rajouter. Merci beaucoup à tous les participants. Merci beaucoup, oui, rien de plus. Un bon appétit à ceux qui vont manger en fonction du décalage horaire, justement. Merci encore. Merci à tous. Le lien du replay vidéo ainsi que la présentation en PDF de ce webinaire sera envoyé à tous les participants très prochainement. Et puis, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions complémentaires auxquelles on n'aurait pas répondu malheureusement parce que le délai nous tenait dans 1 heure. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai envoyé toutes les adresses mail nécessaires. Et donc, dès demain, vous recevrez la présentation. Et dernier point, à l'issue du webinaire, vous allez être redirigé sur un questionnaire. Ça va nous aider, nous, à mieux communiquer, à mieux préparer nos prochains webinaires. Donc là aussi, par avance, merci d'y participer et de nous donner votre avis sur notre webinaire. Ça nous est très, très utile. On vous remercie pour ça. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et puis rendez-vous pour notre prochain webinaire. Encore merci à notre partenaire Walix. Merci à vous, Ronan, Stéphane. À bientôt sur les ondes. Bonne journée, au revoir. À bientôt.